est l'une des figures les plus éminentes de la littérature européenne de la première moitié du XXe siècle. Il est considéré comme un grand écrivain moderne de la décadence bourgeoise et de la défense de la démocratie. Son mouvement, s'il faut en déterminer un, on l'appellerait éventuellement le réalisme, après le romantisme de notre dernier café littéraire. Ses premiers romans sont les Buddenbrooks, donc, qui ont été écrits en 1901. Ensuite, La mort à Venise, qui est édité en 1912. La montagne magique, qui est édité en 1924. Au cours de ses 80 années de vie, il a écrit 15 romans, 29 nouvelles, 2 pièces de théâtre, une correspondance avec Hermann Hesse, un journal, 11 adaptations au cinéma. Ouais. 10, alors il y a non, je ne sais pas lesquels exactement, il y a Mario, il y a donc La montagne magique, il y a Mort à Venise. La montagne magique a été au cinéma aussi? Ah oui, 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 La montagne magique a été en 82 par Guy Sundorfer. Il y avait Marie-France Pizier et Charles Aznavour qui jouaient dedans. Mmh. Donc on en était à ces adaptations au cinéma et il y a eu 10 adaptations à la télévision. Thomas Mann développe une passion pour la musique, laquelle transparaît dans plusieurs de ses œuvres. Dans les Buddenbrooks, la musique est très présente, et dans La montagne magique, absolument aussi. Il joue du violon, et un jour, il dit à sa famille que s'il n'avait pas été écrivain, il aurait voulu devenir chef d'orchestre. Il découvre l'Italie avec son frère Heinrich, et en 1897, l'éditeur berlinois Fischer lui commande, c'est une commande en fait, les Buddenbrooks, il lui commande une œuvre d'ampleur. Et c'est là qu'il débute la rédaction des Buddenbrooks. C'est son premier roman, largement inspiré de l'histoire familiale, sur la grandeur et la décadence d'une famille dans l'Allemagne au tournant du XIXe siècle. En 1905, il épouse Katia Prinkschein, fille d'une grande famille d'intellectuels munichois, juifs, séculaires, dont le père est mathématicien et artiste et la mère est actrice à Berlin. Katia et Thomas auront 6 enfants. Katia vivra à ses côtés jusqu'à sa mort en 1955. Elle lui survivra 25 ans. En 1912, Katia tombe malade. Elle est patiente d'un sanatorium à Davos, le Schatzplatz. L'écrivain l'accompagne durant 3 semaines. Il faillit bien céder à l'enchantement des lieux. Cette même année, il entame la rédaction de La montagne magique, vue à travers le monocle sombre et pathologique d'un sanatorium suisse. Le livre s'écrira en 2 phases. La première de 1912 à 1918, jusqu'à la fin de la controverse avec Heinrich Mann, son frère, et la fin des considérations publiées en 1918. Puis, après l'armistice, la deuxième partie, avec la rédaction des chapitres 4 à 7 jusqu'en 1924. Pour cette œuvre, Thomas Mann reçut le prix Nobel de littérature en 1929. Elle a été traduite pour la première fois en français en 1931. Donc on continue avec notre montagne magique. Elle évoque une zone frontière entre la vie et la mort qui offre peu à peu une place clandestine à l'amour et l'éveil des sens. Les 7 ans de réflexion n'auront pas été vains. Ils auront fait comprendre aux héros que le temps vécu, projeté, à venir, est la substance de nos vies, qu'il est, pour citer Sainte Tambrini, un don des dieux, accordé à l'homme afin qu'il en tire parti au service du progrès de l'humanité. Permettez-moi de vous l'apprendre, monsieur, la semaine est une mesure du temps qui nous est inconnue. Notre plus petite unité de temps est le mois. Nos calculs se font sur une grande échelle, c'est le privilège des ombres.
Nous en avons d'autres, tous d'une qualité analogue. Le souterrain et impalpable travail du temps, son caractère insaisissable et inéluctable. Le temps dilaté, le temps diffracté, le temps court et le temps long, le temps elliptique, le temps qu'il fait, les saisons étant une autre façon de rythmer le temps fragmenté, le temps qui file entre les doigts. Si le thème du temps est majeur, c'est l'expérience d'un temps paradoxal, élastique. Il y a le temps d'en bas, le plat pays, celui de la réalité, et le temps d'en haut, de sanatorium, ce monde protégé, presque irréel. On peut s'étonner quand on parcourt la montagne magique de voir que dans ces sanatoriums, on fume, on boit, on se côtoie, la famille vient, on partage les repas. Il y a 5 repas par jour. Premier petit déjeuner, deuxième petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. C'est-à-dire que 5 fois par jour, on se retrouve à table, on se côtoie, on est les uns à côté des autres, on boit, on mange, et tout ce petit monde, famille, malade, tout le monde est ensemble, les médecins viennent même les rejoindre. C'est que je n'ai pas très bien dormi et que mon premier petit déjeuner a vraiment été trop copieux. J'ai beau avoir l'habitude d'un solide petit déjeuner, celui d'aujourd'hui était, semble-t-il, trop bourratif, too rich, comme disent les Anglais. Bref, je me sens un peu oppressé et je n'ai même pas apprécié mon cigare ce matin. C'est vous dire, ça ne m'arrive presque jamais, sauf quand je suis gravement malade. Eh bien, ce matin, il avait un goût de cuir. J'ai dû le jeter, ce n'était pas la peine de me forcer. Puis-je vous demander si vous êtes fumeur? Non. Alors vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est agaçant et décevant pour quelqu'un qui adore fumer depuis sa jeunesse, comme moi. Les menus pendant ces repas sont absolument gigantesques, fantastiques. Premier petit déjeuner copieux, deuxième encore plus. Et alors, entre chacun de ces repas, il y avait une période, ce qu'ils appelaient la cure de repos. Donc, après le repas, on n'en peut plus, on est lourd, on s'allonge sur sa bonne chaise longue sur la terrasse avec des couvertures et des sacs en fourrure. On s'emmitoufle dans des couvertures. On fait une cure de repos et peu de temps après, on a de nouveau une petite faim et on retourne à table. Et le rythme était assez joyeux. Thomas Mann, l'humaniste, l'érudit, l'artiste et le bourgeois, à travers ses écrits, nous invite à réfléchir sur les thèmes de l'action et la vie de l'esprit comme conception opposée de l'existence. Après quelques balbutiements, il nous fait découvrir son engagement politique, imprévisible à la vérité avant 1914, et assez contraire à l'idée originale que Thomas Mann se faisait de l'artiste, mais qui durera jusqu'à sa mort. À travers les 4 romans, Joseph et ses frères, l'auteur nous donne comme son interprétation des vérités humaines permanentes qui sont illustrées dans les épisodes du livre des Hébreux. Il se fait défenseur des valeurs spirituelles et morales. Ses écrits constituent une analyse sans indulgence de l'Allemagne du XXe siècle. Voilà.